Alors, que veut dire métavers? Pourquoi on l'appelle métavers? Alors, en anglais, métaverse, en français, métavers. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que vraiment on sait dans quelle direction il va s'orienter, vu qu'on voit qu'il y a différents métavers, notamment américains, qui ont l'air de reposer quand même sur des approches assez différentes? Est-ce que c'est accessoirement lié à notre problématique de l'apprentissage, ou bien est-ce que l'apprentissage est central dans le métavers et ce qui va devenir demain? Bon, on voit que dans certains domaines, comme la médecine, etc., c'est déjà assez central. Mais il y a aussi plein d'autres domaines qui sont purement ludiques ou réseaux sociaux, lieux de rencontre, de discussion, etc. Donc, avant de rentrer vraiment sur la problématique, je vous demande vraiment de définir ce que vous considérez être le métavers aujourd'hui et vers quoi vous pensez qu'il peut s'orienter de manière assez généraliste, sans forcément l'articuler à notre problématique, pour qu'on sache bien de quoi on parle. Alors, encore une fois, on commence par Guillaume. Écoutez, déjà, je ne suis pas sûr qu'on soit tous d'accord sur la définition, donc on va voir si on dit à peu près la même chose et si on concorde ou pas. Le métaverse, pour le dire, je ne sais pas de manière scolaire, mais de manière pédagogique, c'est un espace. C'est un espace numérique. C'est un espace numérique où toujours les personnes peuvent échanger. Dans l'entreprise, on appelle ça le jumeau numérique. Et Anne, vous l'avez dit, il y a des entreprises américaines, aussi des entreprises françaises. Je pense à Dassault Systèmes, qui a créé pas mal de jumeaux numériques dans pas mal de secteurs, la santé notamment. Et le métaverse, c'est un lieu où on va représenter virtuellement les choses. Peut-être que vous avez vu quand vous achetez des casques à la Fnac ou sur des sites de vente e-commerce, le terme AR ou VR. Donc c'est ce qu'on appelle les espaces immersifs ou augmentés. La réalité augmentée, c'est par exemple, je prends un téléphone et je scanne le monde qui est autour de moi et parfois je vois afficher certains symboles. Peut-être qu'il y a des amateurs de Pokémon dans la salle. Donc c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Et puis aussi la réalité virtuelle. Ou dit autrement, on appelle ça le monde immersif. Donc en fait, je suis dans un espace complètement virtuel où je peux me trouver dans une boutique pour acheter. J'étais cet après-midi chez Orange Garden, donc le centre d'innovation du groupe Orange, qui m'ont présenté les derniers métaverses. On pourra bientôt acheter des tablettes et des téléphones de manière complètement virtuelle. Et donc tous ces mondes, derrière, il faut savoir ce qu'il y a. Donc on va retrouver beaucoup d'espaces de stockage de données, beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de technologies de gaming. Donc le métaverse, ça vient aussi du monde des jeux. Et d'ailleurs, ceux qui font du métaverse sont d'abord nativement des gens qui ont déjà fait des jeux vidéo. Et toutes ces technologies, elles s'assemblent, elles s'unissent et elles essayent de construire un nouveau monde pour essayer de converser, de transformer ce qu'on appelle les réseaux sociaux, de transformer la manière de vivre. J'ai dit que le métaverse, c'est la définition un petit peu grand public. Alors je vais essayer de répondre à la question, Anne. Donc il y a plusieurs métavers, américains, français, chinois. Il y a plusieurs normes. Ce n'est pas un espace normalisé. On peut parler d'un métaverse comme un terme générique, mais moi j'aime bien dire qu'il y a des métaverses. Comme d'ailleurs, on parle d'intelligence artificielle, mais on pourrait parler, et Luc Julia, un des grands penseurs de l'IA français, un des co-créateurs de Siri, a dit qu'il faut plutôt parler des intelligences artificielles. Et moi j'aime bien parler des métaverses. Derrière ça, il y a aussi des enjeux géopolitiques incroyables, à la fois de prise de marché. On va rentrer dans un univers aussi extrêmement important pour nos jeunes. Et c'est d'ailleurs un point d'attention qu'on peut relier entre l'IA et le métaverse, outre que c'est des technologies qui se rassemblent. C'est aussi le principal point pour nos jeunes. C'est que derrière le métaverse, derrière les intelligences artificielles, il y a d'abord l'économie de l'attention. Et je crois que ce sera un autre point de notre débat ce soir, que comprendre qu'aujourd'hui, il y a la technologie qui peut être au service des personnes et du bien commun. Mais derrière, il y a aussi cette économie de l'attention qui a pour but de capter donc l'attention de qui en premier? D'abord des élèves. Sur le plan entreprise, donc j'ai parlé donc, du terme métaverse grand public. Sur le plan entreprise, on appelle ça donc le jumeau numérique. Le jumeau numérique, c'est quoi? C'est un peu plus explicite en français. C'est tout simplement simuler de manière virtuelle un phénomène, un processus humain.
Si je prends l'exemple de la santé, je vais simuler un exemple, par exemple, de chaînage de molécules ou d'ADN de manière virtuelle. Voilà un peu pour définir. Donc j'espère que j'ai été soit scolaire, soit pédagogique. On verra après. D'accord. Merci Dieu. Alors Nathan, est-ce que vous pouvez à la fois réagir à sa définition et proposer la vôtre, pour pas que chacun soit dans son couloir, mais qu'on essaie déjà de commencer à nouer une discussion. Une discussion, oui, tout à fait. Alors, d'abord, je serais tout à fait d'accord avec vous pour parler des métavers au pluriel, notamment pour une raison, c'est que le métavers ne correspond pas, comme vous l'avez dit d'ailleurs, à une innovation technologique précise ou à un support technologique précis, mais que la promesse du métavers, en quelque sorte, c'est d'opérer une sorte de synthèse de tous les enjeux de technologie de pointe dans le numérique pour les réunir en quelque chose qui, en effet, s'appellerait le métavers. Alors, face à cela, moi, j'aurais 3 remarques complémentaires avec les vôtres. La première, en effet, c'est que la définition du métavers, et notamment telle qu'elle est proposée dans toutes les présentations publicitaires de la chose, c'est que le métavers, c'est un monde virtuel, c'est-à-dire un monde immersif où on a l'impression d'évoluer, où on peut reproduire un certain nombre de choses qu'on fait dans la réalité. Je ne sais pas, on pourrait tout à fait imaginer une table ronde comme celle-ci ce soir qui aurait lieu dans le métavers. Et cette première définition donc, de la réalité virtuelle, il faut bien voir quand même que cette expression est quelque chose qui est incroyable parce que c'est oxymorique. Normalement, le réel s'oppose au virtuel comme l'actuel s'oppose au potentiel. Me semble-t-il, il y a là quelque chose de très important parce que dans ce qu'on appelle la révolution numérique, en fait, cette révolution-là, en tout cas telle qu'elle a été vécue par les utilisateurs, elle est essentiellement liée à l'utilisation d'écrans. Écran de télévision, écran d'ordinateur, écran de smartphone, etc., etc. Et même sur la plupart des jeux vidéo, on reste dans un rapport à l'écran. Donc ce qui fait que même si cette révolution-là a pu bouleverser nos habitudes, et ces révolutions successives et cumulatives ont pu bouleverser nos attitudes, changer notre rapport à la lecture, changer notre rapport à l'imagination, changer notre rapport à la politique, à l'amitié, à 1000 choses, on reste, me semble-t-il, en terrain connu, sur le plan métaphysique, c'est qu'on reste sur le terrain de la représentation. Les écrans sont des interfaces de représentation, exactement au même titre qu'un tableau pictural, exactement au même titre, alors au même titre je ne sais pas, mais en tout cas de manière analogue, on pourrait dire à un livre, de manière analogue à une photographie, etc. etc. Et le principe de la représentation, c'est que la représentation, c'est d'essayer de faire un lien entre deux choses, entre un sujet et un objet, qui est à la fois un lien de séparation. Dire que ça, c'est quand même quelque chose de majeur. Quand je suis confronté à une photographie, à une image, quand je suis confronté même à des images sur mon smartphone ou à un jeu vidéo, aussi réaliste soit-il, sauf si j'ai un casque, mais j'ai cette séparation visuelle, structurelle, qui fait que je ne fusionne pas avec mon objet, même si l'objet peut m'attirer. Et ça, me semble-t-il, c'est la première chose importante. Et la deuxième chose aussi dans la représentation, c'est qu'on est toujours sur la question aussi de la substitution. Quand on voit une photographie du président de la République dans les mairies, eh bien, c'est en quelque sorte le fait de remplacer sa mise en présence. Le président n'ayant pas le don d'ubiquité et ne pouvant pas être présent physiquement dans toutes les mairies de France, eh bien, on met cette photographie à la place. L'idée du métavers, c'est l'idée de traverser l'interface de représentation et d'arriver tout simplement de l'autre côté de l'écran et d'annuler toute séparation possible entre le sujet et l'objet. Et donc ça fait que dans le métavers, on se rapproche de quelque chose qui est de l'ordre du mirage, c'est-à-dire que je ne peux plus vraiment faire la part... On pourrait tout à fait imaginer de réécrire le début des méditations métaphysiques de Descartes sur cette expérience du doute méthodique puis métaphysique, où on pourrait l'écrire à la sauce actuelle, donc quelqu'un qui serait dans un métavers, qui n'est pas au courant qu'il est dans un métavers, qui est sur une plage de palmiers. Ça s'appelle un peu Matrix quand même, votre histoire. Exactement, oui, tout à fait, vous avez raison. Et donc ça, à mon avis, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, mais qui est corrélé au premier, c'est la question de la promesse d'un ailleurs. Ça veut dire que le métavers joue, à mon avis, sur une passion qui n'est pas spécialement moderne, qui est vraiment anhistorique, qui est presque liée à la condition humaine, qui est le sentiment, disait Lévinas, que l'existence, la vraie vie est ailleurs, que l'existence est ailleurs, qui est le sentiment métaphysique par excellence. Sentiment qui peut se manifester par l'imagination, qui peut se manifester par le désir d'avoir une autre vie, etc. Mais là, ce serait de rendre réel
ce désir d'un ailleurs. Et à mon avis, c'est le paradoxe fondamental du métavers. Vous n'êtes plus beaucoup dans la définition, Nathan, là. Non, là, j'étais dans la définition de ce qu'on annonce comme l'événement métavers. Je Voilà. comprends, Ouais. je comprends. Alors, peut-être avant de passer la parole à Raphaël, le métavers, aujourd'hui, on y entre soit par un ordinateur, soit par un ordinateur plus un casque ou des lunettes. Voilà. Est-ce que déjà, et puis on peut aussi en voir un système qui se met au niveau des mains, qui permet d'avoir un sentiment de préhension, de contact tactile avec une balle, avec l'autre, etc. Donc c'est vraiment... l'idée, c'est quand même de faire une expérience sensitive la plus réaliste possible. Et je ne sais pas, pour ceux qui connaissent l'histoire du cinéma, du début du cinéma, quand, à l'époque de Georges Méliès, etc., quand on a inventé le cinéma, au début, il y avait l'idée qu'il fallait que ça soit une expérience sensorielle complète. Et alors, on aspergeait les salles de parfums, d'odeurs de lisier, de toutes sortes de choses pour que les gens se sentent vraiment dans la représentation. Et évidemment, ça fait tellement de catastrophes puisque les gens s'évanouissaient, etc. Donc, on y a très vite renoncé. Mais il y avait cette idée que ça ne suffirait pas de donner qu'à voir. Et là, je trouve que c'est intéressant parce qu'avec le métavers, on revient un peu dans une expérience sensorielle plus complète où on a bien sûr le sentiment par la vue, mais on a aussi la possibilité du toucher et la connexion effectivement entre les gestes qu'on fait à l'extérieur dans le monde réel qui se retrouvent sur votre avatar. Donc vous n'avez pas parlé de l'avatar, mais aujourd'hui, dans la plupart du temps, dans les différents métavers existants, Bublox ou autres, il y a un avatar. Donc comme dans les jeux vidéo ou dans Fortnite, pour ceux qui jouent à Fortnite ou autre. Donc vous avez un avatar, un petit personnage, comme Jean Mineur, nouvelle version, un petit avatar. Vous l'habillez comme vous voulez. Vous pouvez, dans certains cas, j'ai vu qu'il y avait des studios pour ça, lui donner absolument votre apparence, y compris de manière volumétrique, avec vos kilos, vos boutons, vos cheveux, tout ce que vous voulez. Donc vous avez un petit personnage qui vous représente intégralement ou que vous pouvez imaginer tout à fait différemment. Et ce personnage va se déplacer dans un lieu. Parce qu'avant tout, le métavers, c'est un lieu. Et c'est ça qui est curieux, c'est-à-dire que c'est une représentation d'un monde autre à travers une vision avant tout de déplacement dans un lieu. Et c'est un a priori qu'on aurait pu prendre tout à fait autrement. On aurait pu imaginer de penser un autre monde, pas forcément en se déplaçant de place en place. Or, si vous prenez Second Life, évidemment, puisque ça permet essentiellement de visiter des campus américains ou autres, ou si vous prenez, par exemple, le métavers de Facebook, c'est avant tout des espaces. Et d'ailleurs, quand vous vous inscrivez, vous créez votre avatar et vous avez droit à un certain nombre de mètres carrés dans lequel vous pouvez créer un espace à votre sauce, de votre genre. Donc vous achetez, comme on achetait à l'époque pionnier des terres dans l'Ouest américain, vous achetez des mètres carrés dans un espace virtuel sur lequel vous avez créé un espace avec une esthétique, des possibilités, des jeux, des rencontres, etc. Voilà, bon, pardon de mettre mon approche prosaïque, mais pour ceux qui ont une idée assez vague du métavers, j'espère avoir complété la définition beaucoup plus élevée de mon camarade de gauche. Alors, Raphaël. Alors, en fait, juste pour rebondir effectivement sur ce que tu disais, ce que Nathan disait, en fait, le métavers, c'est le cauchemar de Platon. Parce que Platon, déjà, était paniqué à l'idée que la poésie ou la peinture puissent détourner les jeunes de la réalité, de la vraie réalité des choses. Là, on est vraiment à un stade qu'il n'avait pas imaginé, mais où on ne fait que de la représentation, de représentation, de représentation. Et c'est ce qu'on cherche, et c'est ce qui fait plaisir aux gens qui utilisent la réalité virtuelle en particulier. Et c'est d'autant plus paradoxal d'ailleurs, petite incise, que la façon dont un jeu vidéo est construit ressemble en fait beaucoup au monde des idées platoniciens, puisqu'on commence par définir en fait l'essence des choses et après on en met des instances dans le monde du jeu, et ce qui en fait reflète exactement la manière dont Platon imagine que la réalité s'organise. Donc c'est assez ironique d'imaginer qu'on s'inspire de Platon pour en faire le pire cauchemar. En pratique, le métavers, pour moi, c'est ce qui est à la fois une vision de l'avenir qu'on n'atteindra peut-être jamais, c'est-à-dire un peu Matrix en fait, l'idée qu'on pourrait se brancher à quelque chose qui va nous donner l'impression de vivre une vie radicalement différente, mais avec un degré d'immersion qui fait qu'on ne se rend même plus compte qu'on est dans une autre vie. Et en même temps, donc ça c'est clairement quelque chose qui est très éloigné dans le temps, parce qu'on n'est pas encore du tout à ce niveau d'immersion, et peut-être qu'on ne le sera jamais.
Mais en même temps, le métavers est aussi quelque chose qui finalement existe déjà et peut-être a toujours existé. Il existe déjà dans la mesure où, si vous combinez les jeux vidéo actuels et les réseaux sociaux actuels, vous avez déjà une forme de métavers. Il y a des sondages qui nous disent que chez les adolescents, en moyenne, c'est 8 heures par jour, je crois, sur le téléphone portable, ou peut-être même seulement sur TikTok, je ne sais plus exactement. Enfin, c'est énorme. Donc il y a des gens qui déjà vivent une très grande partie de leur vie éveillée, en fait, dans des mondes virtuels, en tout cas à travers le virtuel d'un téléphone. Sans parler des jeux vidéo, qui eux-mêmes, là, donnent un vrai monde virtuel à explorer aux gens. Donc finalement, le métavers tel qu'il est conçu par Facebook, par exemple, ou par d'autres entreprises de la tech, c'est le croisement de ces deux mondes. C'est on utilise des technologies de simulation du monde physique, celle du jeu vidéo, pour y intégrer ensuite un aspect de mise en relation des gens, de réseau social, et les deux seraient en fait contigus, c'est ça qui ferait le métavers. Alors, c'est quelque chose qui en même temps, je pense, ne fait que pousser à bout deux tendances, en fait, à la fois de la nature humaine et de l'innovation technologique depuis en fait très très longtemps. La tendance à la mimésis, à l'imitation, enfin le goût en fait de l'imitation, qui est très fort et qu'évidemment on connaît depuis Aristote, enfin en tout cas qui a été défini par Aristote. Et la mimésis a toujours été appliquée en fait, d'ailleurs depuis l'invention même de la peinture, voire de la poésie, pour faire croire qu'on est devant quelque chose qui est en train de se passer, alors que ce n'est pas le cas. Et le faire croire de la manière la plus immersive possible. Et la peinture a quand même très longtemps été jugée à l'aune de son immersion en fait. Quand David peint pour Napoléon le fameux tableau de son sacre, Napoléon découvre le tableau et dit à David, c'est formidable, ce n'est pas un tableau, on marche dans ce tableau. Donc, et en fait, il était en réalité virtuel pour Napoléon. C'était comme ça qu'il le jugeait, qu'il jugeait que c'était un bon tableau, un beau tableau. Et en fait, toute l'innovation dans l'art, d'ailleurs, a consisté souvent à essayer de trouver des nouvelles manières de rendre immersif ce qu'on proposait, donc le théâtre, l'opéra, tout ça, jusqu'à ce que tu disais sur le cinéma et sur le cinéma 4 dimensions, en fait, en quelque sorte, qui revient d'ailleurs un peu à la mode aujourd'hui. Et par ailleurs, la mise en relation des gens et des esprits, qui avait commencé avec l'écriture, en fait, par les technologies, qui s'est poursuivie avec l'imprimerie, ensuite, bien sûr, avec Internet, et là, on serait dans une sorte de nouvelle étape qui fusionne la mimésis et la mise en relation par le texte, par l'écrit, et là donc par une représentation par la 3D. Est-ce que vous pensez que l'époque qui a tendance à donner une grande place au jeu, au moi, c'est-à-dire ce qui compte, c'est ce qui tourne autour de moi, ma personnalité, ma vie intérieure, ma consommation, mes relations, mon bien-être, est-ce que vous pensez que c'est assez explicatif de la manière dont le métavers s'est structuré, notamment avec cette histoire d'avatar, donc un petit personnage qui vous représente vous, qui va vivre des expériences personnelles. Est-ce que vous pensez que cette approche finalement très nombrilocentrée, on va dire, a été assez importante dans la conception de la plupart des métavers dans lesquels on a accès aujourd'hui, Raphaël, peut-être ? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit si essentiel et si fondamental dans le principe du métavers. En tout cas, tel qu'il se fait aujourd'hui. Alors, en réalité, moi, je suis assez négatif sur les expériences de réalité virtuelle qu'il y a aujourd'hui, à part quelques-unes qui ne sont pas justement des expériences en multijoueur, donc à plusieurs. Il y a un ou deux jeux vidéo qui sont à un niveau de réalisme tel que là, je trouve qu'on atteint à une sorte de nouvelle forme de cinéma ou de nouvelle forme d'art, parce que l'immersion est vraiment très impressionnante. Et justement, ce sont des jeux où en fait le JE, l'ego, a peu de place parce que comme on est à la première personne, on ne fait que voir ses mains en réalité virtuelle. On interagit avec le monde, on voit des choses qui se passent autour de nous, mais on ne se voit pas soi-même. Et en fait, ce qu'on renvoie comme image n'a aucune importance, n'existe pas. Et donc, on est totalement happé en fait par ce qui se passe et par ce qu'on peut faire dans ce monde. Et il n'y a pas du tout ce miroir que nous renvoie par exemple le réseau social, la page de profil. Donc finalement, aujourd'hui, dans ce qu'il y a de mieux en termes de réalité virtuelle, je trouve que l'ego disparaît parce qu'on y est tellement immergé justement, qu'on finit par s'oublier soi-même à force de voir le monde. Mais après, peut-être que plus tard, ça va se cumuler avec, encore une fois, la logique du réseau social, et que là reviendra le narcisse qui pour l'instant est assez peu présent en réalité virtuelle. Que ce soit dans les jeux vidéo ou dans la plupart des métavers, en tout cas que j'ai pu parcourir, on passe quand même beaucoup de temps à préparer son avatar d'une manière quand même assez narcissique. Alors on choisit son habit, on peut même acheter dans des magasins virtuels des habits virtuels pour mettre sur l'avatar. Donc ensuite, quand on rencontre quelqu'un, par exemple, on peut dire pourquoi tu portes ce pantalon, ou quoi ça rime, d'où ça vient, qu'est-ce que tu veux dire. Donc il y a quand même toute une approche au second degré qui est une approche quand même assez narcissique. Alors,
Je crois qu'on n'est pas d'accord. Dans les définitions, donc Anne, vous avez parlé de lieu, Nathan de monde. Raphaël, vous avez évoqué ça sur une appropriation philosophique des choses assez ancienne. Moi, j'ai parlé dans ma définition d'espace. Si je veux parler d'espace, c'est justement pour dire deux choses. La première, c'est que c'est pas pour moi encore un monde. Je ne sais pas qui, d'ailleurs, dans la salle et dans les gens qui nous écoutent, ont vraiment testé l'expérience immersive. Je vois aujourd'hui ce qu'on peut faire dans un réseau social, dans ce qu'on peut faire du jeu, mais qui déjà, dans sa vie, a passé plus d'1 heure avec un casque VR sur la tête. Moi, la plus belle expérience que j'ai faite, d'ailleurs, je vous invite à le faire, c'est Éternel Notre-Dame, pas très loin d'ici, du Collège des Méridiens, et je pense qu'on va rentrer dans le débat sur l'éducation, où en faisant l'expérience du métavers de Notre-Dame, on revoit l'histoire de Notre-Dame, on est accueilli par le premier évêque et on voit toutes les grandes époques historiques de la cathédrale. Et moi, ça m'a créé beaucoup de sensations, déjà pour dire que c'est un moyen d'apprentissage, c'est un moyen de revisiter l'histoire, c'est un moyen aussi d'avoir le vertige, parce que moi j'ai eu le vertige, quand on s'est élevé de manière virtuelle, c'est assez peu incroyable. Et donc, pour revenir à notre échange, j'ai lu aussi cet été, j'ai commencé à lire le livre de Daniel Handler sur l'intelligence artificielle et je me fais le même constat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des métaverses, il y a beaucoup de directions qui sont prises. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, dans le thème de ma fondation, si c'est un moyen d'apprentissage plus fort pour les élèves. Deuxièmement, sur la question du jeu, c'est pas tellement la question du jeu qui m'interpelle, c'est plutôt comment on fait nous. Et je crois que ce qui peut nous relier ce soir, c'est effectivement, je pense que le vrai enjeu, et ça devient un enjeu spirituel et éthique, c'est la question de la communion et de la relation. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui dans les jeunes, j'ai la chance d'avoir 2 adolescents de 17 ans et 15 ans, presque. Et c'est pas tellement qu'ils passent des heures sur leur téléphone ou sur TikTok, c'est pas tellement le fait qu'ils passeront, à ne pas douter, des heures sur les futurs métaverses, notamment quand les futurs casques vont sortir. Apparemment, je fais pas de publicité, mais Meta, Facebook va sortir un casque d'ici 2 semaines. Et Apple a annoncé le futur casque très cher pour le mois de janvier, où on pourra remplacer son ordinateur dedans. Mais la vraie question qui me choque chez les jeunes, c'est pas tellement qu'ils y fassent du téléphone, c'est pas tellement qu'ils soient dans un univers virtuel, c'est qu'ils oublient qu'ils sont en relation. Et que, pour moi, le thème central de la technologie aujourd'hui, c'est la communion. Est-ce que la technologie nous permet d'apprendre d'une part, mais est-ce qu'elle nous permet d'être en communion, comme on est en communion les uns avec les autres, dans cette salle pour ceux qui parlent et ceux qui écoutent, ou dans une relation de travail, ou simplement dans un temps passé entre enfants. Et je crois que c'est ça le thème central. C'est pas encore une fois la question de l'ego, pourquoi pas. Peut-être qu'effectivement, on est dans le monde de l'hyper-personnalisation. Les technologies d'IA, les technologies de métaverse vont nous donner ce qu'on a envie de vivre et d'entendre. C'est un vrai sujet aussi. Mais c'est d'abord la vraie question, comment on se relate aux autres et on fait communion. D'accord. Alors on va entrer plus précisément maintenant dans la problématique de l'apprentissage. Peut-être qu'on peut commencer par un petit bout assez facile à imaginer. Donc, par exemple, dans Second Life, on peut aller sur des campus américains, visiter un campus, rentrer dans des salles de cours, assister à des cours, et pourquoi pas poser des questions, intervenir, donc interagir dans un cours. Ça peut être très intéressant en termes d'orientation. Vous voyez, si vous demandez si vous allez faire telle ou telle école, eh bien, vous pouvez passer un certain temps dans cette école, voir comment ça se passe, quels sont les cours, quelle est l'ambiance, comment c'est structuré, et vous voyez si c'est fait pour vous ou pas ce type de cours. Donc déjà, en termes d'aide à l'orientation, ça paraît assez intéressant. Mais si on part déjà de cette première expérience, est-ce que c'est un gadget qui peut être intéressant, ou est-ce que ça apporte vraiment quelque chose, cette idée de campus? Alors je dis Second Life, c'est peut-être ailleurs aussi, mais des idées de campus complètement virtuel, vous avez votre avatar, vous installez, vous discutez, vous écoutez, et vous voyez de manière assez réaliste ce à quoi ça ressemblerait si vous étiez là véritablement. Peut-être de nouveau par Guillaume. Alors moi je ne pense pas que c'est un gadget, je pense que c'est nouveau
donc ça a forcément des forces et des faiblesses. Je crois que le point le plus important dans ces nouveaux espaces d'apprentissage, c'est est-ce que ça suscite l'envie d'apprendre ou pas aux élèves. Ce qui est très marrant, c'est que on crée des nouveaux usages. On crée des nouvelles manières de retenir, de mémoriser, peut-être de communiquer. Et moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est la place du professeur. C'est-à-dire que comment le professeur continue à faire classe, comment le professeur arrive individuellement à toucher les personnes et à collectivement rassembler. C'est le même lien que je fais tout à l'heure avec ce que je dis précédemment sur la communion. Il faudra voir dans les années à venir ce qui va sortir comme type d'outil pédagogique. Moi, je rappelle juste que on a quand même eu un espace, un bel exemple prémonitoire de ce que pourrait être le métaverse. Alors, ce n'est pas des technologies immersives. Néanmoins, c'était la période de pandémie. Moi, j'ai beaucoup analysé ce qui s'est passé pendant l'école à la maison. Ce qui m'a beaucoup touché, d'une part, alors, c'est pour rendre hommage au monde des professeurs. On avait dit, ouais, les profs, ils n'aiment pas la tech, mais les profs, ils ont essayé de faire court. C'est déjà extraordinaire. Et deuxièmement, ce qui m'a beaucoup touché, c'est de me promener sur YouTube pour d'aller chercher des images de classe avec les pastilles dans Zoom, dans Teams, où tous les élèves étaient assemblés les uns par les autres, où chaque élève avait sa place dans la classe et le prof était au milieu. Ce qu'on a vu, c'est que l'apprentissage pouvait peut-être continuer, que finalement les blagues et les sourires étaient toujours aussi importants, alors peut-être transmis de manière différente, mais que quelque part, c'était un début de métaverse. J'ai parlé tout à l'heure du jumeau numérique au niveau entreprise. Il y a un autre terme que je voulais évoquer dans ce qu'on peut définir dans le métaverse, c'est ce qu'on appelle le Web 3. Le Web 3, sans faire trop d'informatique ce soir, c'est des communautés de développeurs du monde entier, open source, qui décident de s'allier les uns avec les autres, qui vont pas forcément faire le choix des grands métaverses comme Google, comme Facebook, et qui vont essayer de créer ces espaces de travail et ces moyens d'apprendre de manière collective. Pourquoi je parle du Web 3 ? Parce que c'est peut-être le terme le plus important par rapport au métaverse. Le Web 3, c'est toujours permettre un monde d'échange. Derrière ces développeurs du Web 3, c'est beaucoup des universitaires du monde entier. Un peu d'ailleurs comme au début de l'Internet. Dans les années 90, on sait que les communautés de recherche ont d'abord communiqué par les premiers temps d'Internet. Et ce Web 3, il est extrêmement intéressant parce qu'il est en train de jaillir d'une certaine manière. Il est extrêmement combattu aussi par tous les grands acteurs de la tech. Elon Musk avait tweeté, ou XC, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. On dit XC, je ne sais pas si... avait tweeté il y a quelques mois en disant « Where is the Web 3 ?» Mais en tout cas, c'est pour montrer que, vous voyez, toute cette construction d'espace, il est en plein chamboulement. Et que, en tout cas, je crois que ce qui est intéressant, c'est voir cet usage qui est en train de naître dans les systèmes scolaires, dans les systèmes éducatifs. Bien entendu, il y a des risques, mais en tout cas, moi, je les encourage. Nathan ? Oui, je pense que quand on pose la question conjointe de l'éducation et de la pédagogie et du métavers, il y aurait deux écueils à éviter. Le premier écueil consistant à croire que l'enseignement, l'école ou l'université doivent rester complètement hermétiques à cet éventuel progrès technologique. Et ça, ce serait une grande erreur. Et une chose qu'on peut déjà remarquer, c'est que quand même ce qui a été fait comme politique par rapport notamment au téléphone portable, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport en fait à la révolution numérique que nous avons déjà vécue, c'est une réaction, je simplifie un petit peu parce qu'il y a eu des expériences singulières dans certains établissements, etc. Mais globalement quand même, c'est l'idée que le cours, l'enseignement ne passe pas par là. Et que même, on peut essayer éventuellement de les interdire en cours, de penser, il y a eu quand même cette tentation de penser le lycée, l'école, moins l'université, mais comme un lieu plus ou moins hermétique à ça. Et on a bien vu que, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'à un moment,
vous avez quand même des mutations techniques qui s'imposent. Et donc ça, c'est l'expérience très simple de quelqu'un qui enseigne et dans sa classe, tout le monde et chacun est sur son téléphone, caché dans la trousse quelque part, etc. Et deux, qu'un usage pédagogique de ces supports-là qui aurait été très intéressant est donc évité. Et l'autre réaction, l'autre écueil à éviter, qui est à mon avis l'écueil inverse, c'est l'écueil, et c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure je parlais de monde. J'en parlais de monde parce que c'est parfois la promesse qui est faite du métavers. De nous dire, quand on voit la grande vidéo sur YouTube de Mark Zuckerberg présentant Meta aux utilisateurs mondiaux, c'était vraiment l'argument qu'il mettait en avant, c'était de dire que le métavers allait devenir un monde à la place de notre monde, à savoir un lieu où toutes nos interactions, interactions de travail à travers le bureau virtuel qui mettait vraiment en avant, interactions scolaires, etc., pourraient éventuellement avoir lieu. Et à mon avis, cette idée que le métavers soit une substitution, donc pour répondre à votre question, vraiment qu'il y ait comme ça des campus à la place de, je pense que c'est pas non plus, en tout cas, l'option qui me semble être la plus intéressante. L'option intéressante, à mon avis, ce serait davantage celle de l'hybridation. Mais juste, je reviens sur le deuxième écueil. Je suis d'accord avec vous que la période du coronavirus a été en quelque sorte un avant-goût des éventuels enjeux. Il me semble quand même que, notamment à l'université, ça a été une expérience. Alors évidemment, c'était une nécessité, il n'y avait pas le choix, et c'était évidemment très important qu'on puisse continuer à enseigner et que les étudiants puissent continuer à étudier. Mais ça a été une expérience, à mon avis, très difficile pour deux raisons. Premièrement, le constat que tout le monde a fait dans l'équipe pédagogique, chez les étudiants, etc., en fait, c'est que c'était une limitation du concept de l'université. L'université, ce n'est absolument pas seulement un lieu de transmission des savoirs, mais c'est aussi un lieu de socialisation, et c'est quelque chose de majeur avec tous les enjeux, et que là, en fait, il n'y avait plus ça, avec toutes les souffrances que ça pouvait générer. Enfin, c'est des choses concrètes qui ont été étudiées, d'augmentation de taux de dépression chez les étudiants, de menaces, de tentatives ou de pensées de suicide noir, etc. Et puis, deuxièmement, quand même, une diminution qui a été aussi observée de la qualité, quand tout était passé uniquement par là, de l'enseignement, que ce soit de l'écoute chez les étudiants, où ils écoutaient dans des moins bonnes conditions, etc., et que ce soit aussi du côté même de l'intérêt, parfois, de donner cours. Donc, à mon avis, et sachant qu'évidemment, il y avait un avantage. Et c'est ça tout le paradoxe, c'est que aussi bien pour les enseignants qui n'ont plus à se déplacer au campus ou pour les étudiants qui peuvent écouter leurs cours depuis leur studio ou leur chambre, il y avait ce double avantage, mais que cet avantage avait quand même ce risque-là. Donc à mon avis, la question du métavers, dans son lien à l'éducation, elle pourrait être posée dans deux directions. La première est dans cette question de l'hybridation. Ça veut dire pas remplacer, mais jouer avec. La première, à mon avis, Raphaël insistera davantage là-dessus, mais c'est, si on repart de la définition que je donnais tout à l'heure du métavers, le métavers, c'est remplacer la représentation par la présentification. Évidemment qu'il y a énormément de pans de l'enseignement où ce serait très très intéressant de sortir de la présentification, et typiquement, je ne vais pas parler à sa place, mais l'enseignement de l'histoire, ce n'est évidemment pas la même chose de lire des manuels ou des livres sur la Rome antique et de la voir, de s'y promener, de l'explorer. Et je fais juste une parenthèse là-dessus, c'est que aussi on se rend compte beaucoup, en tout cas dans certains courants des sciences cognitives, mais que la pensée, aussi conceptuelle soit-elle, aussi abstraite soit-elle, n'est que la prolongation de ce qu'on appelle une expérience sensorimotrice. Ça veut dire une expérience qui est à la fois sensorielle, recueillir des informations de toute nature, et motrice, le couplage de la réception sensorielle et du déplacement, et que donc l'activité exploratoire, le fait d'être présent à une mondéité, de pouvoir évoluer dans cette mondéité physiquement, se déplacer et voir la mondéité changer d'aspect en fonction de déplacement, c'est un élément central de l'acquisition de connaissances. Et donc, par exemple, découvrir une scène d'histoire importante, etc., en y étant sur place et en ayant cette impression-là, ça peut, à mon avis, avoir cette vertu. Et le deuxième aspect qui serait intéressant, ce serait notamment, en tout cas en philosophie, par exemple, c'est que quand on enseigne la philosophie, une des choses qu'on dit souvent en méthode, c'est que, par exemple, dans le cas, je vous donne un exemple très concret, mais de la dissertation hors programme. Vous avez des étudiants qui tombent sur un sujet, ils ne connaissent pas le sujet, ils n'ont pas pu préparer à l'avance, etc. Et donc, ils n'ont évidemment pas forcément les références d'un texte précis de qu'est-ce qu'aurait dit Platon, de ceci, de cela. Et donc, l'exemple qu'on donne souvent, c'est que, enfin, le conseil qu'on donne souvent, c'est que quand on connaît bien un philosophe, qu'on l'a travaillé à fond, on doit être capable, plus ou moins, de savoir ce qu'il pense ou ce qu'il aurait pensé de n'importe quel sujet, même si on n'a pas nécessairement un texte en tête précis. Donc typiquement, Platon n'a jamais écrit sur le métavers, mais on peut savoir à partir de certains dialogues, comme le Phèdre, ce que sans doute il aurait pu en dire. Et donc, dans cette logique-là, imaginez qu'on puisse demain dialoguer
avec, par exemple, un philosophe, je ne sais pas, avec Descartes ou avec Socrate, et avoir un dialogue où il y aurait un couplage entre l'IA et le métavers et la réalité virtuelle, et pouvoir poser une question à Socrate, lui dire que penses-tu du cinéma, que penses-tu de ceci, que penses-tu de cela, et que Socrate puisse répondre d'une certaine manière. Alors ça pourrait avoir cet enjeu ludique d'abord, et puis mais même qu'il puisse indiquer des textes où il est question de choses analogues, ça pourrait avoir un intérêt pédagogique. Et je finis en faisant une dernière remarque, c'est qu'à mon avis, quand même, le paradoxe qu'il y a là, c'est que tous les intérêts du métavers dans la transmission de connaissances reposent aussi sur le constat, vous parliez d'économie de l'attention, que l'attention baisse avec la révolution du numérique. Et que le fait est que la révolution du numérique fait que notre durée d'attention, c'était le livre notamment de Bruno Patino sur la civilisation du poisson rouge, a diminué. Et donc, le grand paradoxe, et c'est là qu'on rejoint la grande intuition platonicienne, que les progrès technologiques sont des pharmacones. Pharmacone, ça veut dire à la fois le remède et le poison. Et c'est que le métavers serait ici le remède à cette bête de l'attention, puisqu'on a moins d'attention à lire des milliards de livres sur le fonctionnement de la Rome antique, et ben on y va directement, et ça fonctionne aussi bien que si on lisait avec plus d'attention. Et en même temps, c'est acté définitivement le fait de cette baisse de l'attention. Et je trouve que ce paradoxe est en quelque sorte intéressant. Alors, je vous propose de mettre de côté la question de l'attention, parce que c'est un des sujets majeurs sur lesquels on va s'arrêter après, et peut-être de continuer encore un petit peu dans cette idée de répondre à la première question. Oui, je vais rebondir tout à fait sur ce qui vient d'être dit. D'abord, pour préciser que dans ton roman, le narrateur fait un peu la même chose avec le personnage de Gainsbourg, qui rencontre dans son métavers et avec qui il dialogue, et il a des discussions que Gainsbourg n'a pas eues en vrai, donc c'est quelque chose qui peut-être arrivera en vrai. Sur l'éducation, il y a un discours amusant d'André Malraux dans les années 60. Il va à l'Assemblée nationale et il prononce un discours en fait sur l'éducation, bien qu'il soit ministre de la Culture. Et il a une proposition qui, aujourd'hui encore, paraîtrait extrêmement choquante par son aspect futuriste, voire technophile démesuré, qui est de remplacer quasiment tous les profs par des télés dans l'éducation nationale. Il dit on devrait prendre les meilleurs professeurs de France et leur faire enregistrer des cours, et ensuite mettre les élèves devant des télés et puis leur diffuser les cours en permanence des meilleurs profs de France. C'est quand même Malraux qui propose ça dans les années 60, donc c'était extrêmement audacieux, ça n'a pas du tout été suivi. Et je me suis demandé pourquoi d'ailleurs ça n'avait pas été suivi, parce que même bien avant Malraux, Thomas Edison, en découvrant le cinématographe, avait dit ça va être une révolution dans l'éducation, qu'on puisse avoir de la vidéo. Et puis en fait, pas tant que ça. On a tous vu, quand on est en cours de SVT, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc où on voit le corps humain en vidéo. Mais bon, on n'a quand même pas vu tant de vidéos que ça dans notre éducation, et malgré tout, les profs sont bien là. Et je me suis demandé pourquoi. Il y a d'une part, sans doute de l'inertie dont tu as parlé. On n'aime pas trop chambouler les choses si rapidement. Ben voilà, ça fait un siècle d'inertie par rapport à l'invention du film. Donc c'est beaucoup. Et les autres aspects, bien sûr, c'est en fait un aspect positif qui est que l'école, elle a cet avantage de permettre la sociabilité dont on parlait tout à l'heure. Et puis l'aspect plus négatif, qui est que l'école, c'est aussi ce qui punit quand on fait pas le travail. Et pour l'instant, dans le métavers ou avec un tuteur intelligence artificielle, par exemple, on n'a pas encore de système qui permette de vraiment punir l'élève qui ne fait pas son travail, qui n'apprend pas, qui n'étudie pas. Et à la limite, c'est ça que l'école fait, c'est qu'elle donne un cadre pour contraindre à étudier. Ensuite, moi je rejoins tout à fait ce que disait Nathan sur l'intérêt d'hybrider les deux, et que la réalité virtuelle ou la simulation 3D en général a l'avantage de pouvoir être un professeur d'intérêt, de pouvoir donner de la passion pour des choses, parce que dans le cas de l'histoire, moi j'ai attrapé la passion de l'histoire parce que j'ai lu des bandes dessinées historiques et que j'ai joué à des jeux vidéo historiques. C'est comme ça que ça m'est venu, et ensuite j'ai fait des cours d'histoire et j'ai lu des livres d'histoire, et tout ça s'est consolidé. Mais à l'origine de ma passion, il y avait des expériences esthétiques ou littéraires ou sensorielles qui m'ont été données notamment par des outils de proto-métavers en fait. Donc je pense que c'est très utile. Par contre, en termes de pure capacité d'apprentissage, je ne suis pas sûr qu'on ait un gain immense, tout simplement parce que il y a trop d'aide en fait. C'est un peu comme si on vous demande de savoir comment fonctionne le cœur humain par exemple, et qu'on vous donne d'une part un texte qui décrit le fonctionnement du cœur, ce qui n'est pas évident à se représenter, de dire dans quel sens va le sang, par quelle valve, quelle artère, etc. Et
Et à d'autres élèves, on va donner une vidéo qui montre une simulation 3D du cœur. Évidemment, les élèves qui voient la simulation 3D, ils vont intuitivement comprendre plus facilement de quoi il s'agit, mais ceux qui l'auront retenu le mieux, c'est peut-être ceux qui auront dû faire l'effort intellectuel et cognitif de se représenter ça par eux-mêmes à partir d'éléments plus épars, plus abstraits, comme le texte ou peut-être juste des schémas fixes. Donc, il faut toujours garder un équilibre, je pense, entre les éléments bruts d'apprentissage qui forcent l'élève à trouver lui-même les connexions entre les éléments qu'il doit apprendre, et la capacité des technologies nouvelles de faire rêver, en fait, de donner de la passion pour la matière, et ainsi de forcer, enfin pas de forcer justement, mais d'inciter l'élève à déployer l'effort nécessaire pour apprendre ce qu'il doit apprendre. Je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Les télévisions au temps de Malraux ne sont pas les écrans d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que sur le plan technologique, ce qui arrive en termes de capacité, vous savez qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de métaverse, mais quand on regarde ce qu'il y a derrière, ce sont des ordinateurs, comme toujours, smartphones, grands ordinateurs. Et quand on voit la capacité de ces ordinateurs, on parle beaucoup de CPU, GPU. Les GPU, c'est devenu un peu comme l'or, une valeur refuge. Ceux qui font les GPU, notamment la société Nvidia, qui faisait les cartes graphiques. Le président d'Nvidia a dit que dans 10 ans, les GPU seront 1 million de fois plus puissants que les GPU actuels. C'est-à-dire qu'on va décupler la capacité de traitement, et donc c'est pour ça que c'est pas évident de comparer ça à des écrans de télévision. Certainement que l'intuition d'André Malraux était forte, mais de ce qui s'est déroulé depuis 50 ans ou 60 ans par rapport à aujourd'hui et ce qui va arriver dans les ans, ça n'a rien à voir et on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Deuxièmement, sur un plan éducatif, j'ai dit grand bien des professeurs pendant la pandémie. Là, qui m'excusent s'ils prennent mal ma remarque, mais ce qui est important de penser, c'est qu'est-ce qu'on apprend dans la classe aujourd'hui, comment on le mesure, parce que c'est intéressant de savoir aussi de savoir mesurer les apprentissages, qu'on pourra mesurer bientôt les apprentissages. Et qu'est-ce qu'on apprend à l'extérieur ? Ou dit autrement, qu'est-ce que l'élève apprend seul quand il est dans la classe ? Qu'est-ce qu'il apprend collectivement dans sa classe ? Et qu'est-ce qu'il apprend à l'extérieur ? Alors là, c'est un débat où je pense qu'on peut y passer beaucoup de temps. Les experts des études scientifiques ne sont pas d'accord. Certains vous disent qu'on peut apprendre grâce à de nouvelles technologies, grâce à l'écran. D'autres vous diront que ça n'a pas été prouvé. Néanmoins, c'est intéressant de poser cette question de qu'est-ce qu'on apprend dans la classe, hors de la classe. Ce n'est pas du tout pour diminuer la vocation du professeur, mais c'est pour le faire réfléchir sur son rôle d'accompagnement de l'élève. Et qu'aujourd'hui, et je crois encore plus dans 10 ans, on sera mieux qualifié. Alors là, ce n'est pas l'économie de l'attention, mais l'attention des élèves en classe, entre un élève qui a un pouvoir de mémorisation très fort, notamment ceux qui ont fait des brillantes études, et des élèves qui, simplement par l'image, apprennent des choses très simples. Et je crois que tout le débat se situe entre ce qu'on retient par le langage, l'écouter, et ce qui est retenu au niveau de l'image. Alors, souvent dans le métavers, on dit qu'on apprend de manière expérientielle. Alors, c'est un jargon, enfin, c'est-à-dire c'est en faisant une expérience, ce n'est pas par un discours déductif, par exemple, mais on va être immergé dans une expérience et on va apprendre comme on apprend en vivant des choses. Par exemple, Bardamu, il se retrouve dans la guerre et alors il a une expérience de la guerre et il comprend d'ailleurs pas grand-chose, le personnage de Céline, n'est-ce pas ? Et il a une expérience de la guerre qui est tout à fait différente de l'expérience qu'on peut avoir si on lit un récit de la Première Guerre mondiale. Si on part dans cette idée d'expérience, la première chose qu'on peut se dire quand même, c'est que tout l'enseignement repose sur un discours structuré, un discours à base de définition, un discours qui oriente l'attention précisément sur tel ou tel point, et par ailleurs qui construit un raisonnement qui ensuite pourrait être reproduit dans d'autres circonstances. C'est-à-dire qu'on conduit énormément l'apprenant, celui qui est en train d'apprendre,
on le conduit à travers des indications très précises de définition, de liens logiques. Il se passe ça, donc il se passe ça. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on construit tout le raisonnement hypothético-déductif. Et c'est pas du tout un détail de passer d'une logique d'expérience comme ça, débrouille-toi et retiens ce que tu peux retenir, avec l'approche classique actuelle où on définit, on prend la personne par la main, on lui dit ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc je pense que c'est vraiment important de prendre de la mesure de ça et se demander si on peut vraiment hybrider ces deux choses et comment. Et de se demander si, par exemple, quand on apprend l'histoire, évidemment, on peut être plongé dans un jeu vidéo ou dans une reconstitution, que ce soit dans la cathédrale Notre-Dame ou, je ne sais pas, dans la bataille d'Actium en 1931. Hein. On peut. Maintenant, est-ce qu'on va avoir un discours sur la stratégie des trirèmes dans la bataille d'Actium ? Est-ce qu'on va comprendre pourquoi il y a eu tel ou tel problème qui fait qu'un tel a perdu ou gagné ? Il y a tout ce discours d'explication et d'attention qui pointe et qui fait des connecteurs logiques. Donc, comment on fait pour ne pas perdre tout ce qui fait finalement le cœur du cœur de l'apprentissage, qui est de proposer des hypothèses, des définitions et des interactions de cause à effet pour ensuite permettre à la personne de comprendre et de reprojeter dans d'autres univers ou sous d'autres sujets ce même type d'approche. Guillaume, peut-être ? Moi, j'ai une approche beaucoup plus simple, c'est comment les enseignants arrivent à susciter l'envie d'apprendre. Et c'est le vrai enjeu de la technologie, c'est-à-dire que est-ce qu'elle va pousser un peu comme une plante pour permettre à l'élève de grandir par lui-même, ou est-ce que finalement la technologie va tirer, comme on le fait parfois dans certains enseignements, où on pense que parce qu'on crie fort ou qu'on rabâche, l'élève apprend mieux. Pour être en corrélation de ce que j'ai dit précédemment, on saura bientôt, 5 ans, 10 ans, ce que c'est qu'un élève qui mémorise bien. On saura ce que c'est qu'un élève qui a du mal à suivre un cours de 50 minutes. Donc on saura comment lui, je dirais, définir un petit peu ses modes d'apprentissage. Et je crois que l'enjeu, il se situe à ce niveau-là. C'est, je ne vais pas apprendre de la même manière un cours de philosophie à des jeunes qui viennent des milieux dont on n'a jamais parlé philosophie, ou, sans faire d'allusion à certaines personnes, à des élèves qui ont eu des grands-parents professeurs et qui sont devenus présidents de la République. C'est pas la même chose. Et que ça, la technologie va le démontrer très aisément, parce que quand on fait de la technologie, de l'IA ou du métaverse, on personnalise beaucoup les choses. Je crois que c'est ces rapports-là qu'il faut essayer de chercher. Bien entendu, tous les aspects cognitifs des relations humaines vont changer. C'est là d'ailleurs les enseignants nous le disent beaucoup en disant la technologie ça nous fait peur parce qu'en fait ça change d'abord leur relation aux autres et c'est là-dessus qu'on doit les accompagner. Oui, alors là Guillaume, vous décalez la question, vous avez tout à fait le droit, mais donc pour vous l'essentiel c'est comment on donne envie d'apprendre, c'est capter technologiquement comment on peut créer finalement une incitation à apprendre la plus forte possible et comment on fait attention au relationnel, notamment le relationnel entre les gens qui apprennent entre eux, mais aussi par rapport aux professeurs et aux professeurs. C'est ça pour vous les deux aspects essentiels. Je suis d'accord, mais je pense que cette question de la manière dont on apprend, donc, elle est quand même assez centrale par rapport au métaverse, parce que votre problématique à vous, c'est une problématique qu'on va retrouver finalement sur toutes les questions pédagogiques aujourd'hui. C'est le cœur de la pédagogie. C'est comment on fait pour mettre en mouvement en fait, la personne qu'elle ait envie du coup de jouer le jeu, de comprendre, de mémoriser, de réutiliser. Exactement. C'est comment on crée les conditions que les élèves, en fonction de ce qu'ils sont, et avec des technologies de plus en plus performantes, continuent à développer cette envie d'apprendre et tout simplement de se transformer. On peut le dire très aisément, quand on dit aujourd'hui les gens sortent du CP, ne savent pas lire et écrire, est-ce que le métaverse fera mieux ? Moi, je pense qu'il fera mieux parce que déjà, par le métaverse, on continue cette envie de donner d'apprendre. Oui, mais il y a la question du récit. Puisqu'on est dans un lieu chrétien, si on fait un parallèle, par exemple, on prend les évangiles. Les évangiles, elles se sont passés à un moment donné, il y avait le Christ, il y avait les gens autour, et donc les gens ont vu une expérience. Et ensuite, il y a eu différents récits, les récits justement des évangélistes. Et ces récits sont différents, voire parfois pas tout à fait congruents. Et il y a eu apparemment cette nécessité de récits, et c'est à travers ces récits
qu'on s'imagine, on se figure justement ce qui s'est passé, ce que le Christ a dit, comment les gens ont réagi, comment nous-mêmes, ça nous bouscule, et comment ensuite on veut se mettre ou pas à la suite de cette expérience-là. Donc le récit, qu'est-ce qui en reste dans le métaverse ? Et le discours hypothético-déductif, qu'est-ce qui en reste dans le métaverse ? Est-ce qu'on verse dans la pure expérience ou on arrive quand même à construire un récit, une interprétation, un recul critique, qui est quand même le cœur même de l'intelligence et de l'apprentissage traditionnel ? J'aurais une réponse d'abord sur ce qu'on doit apprendre de manière minimum. Je pense à ça parce que mon épouse est professeure de philosophie au lycée et elle a vu des élèves qui, par exemple, ils parlaient de Galilée dans un cours. Il y a des élèves qui croyaient qu'il y avait la photo à l'époque de Galilée, qui pensaient qu'on avait des photos de Galilée, ils voyaient des tableaux, ils croyaient que c'était une photo en fait. Et ça c'est en terminale quand même, hein, après avoir eu pas mal d'années de cours d'histoire, où ils ont dû voir en plus en histoire probablement les inventions de l'époque moderne, avant la Renaissance, enfin bon. Et je me dis que si ces élèves avaient vu quelquefois, enfin été immergés peut-être en réalité virtuelle, dans des environnements de l'époque de Galilée, je pense qu'ils auraient vu de manière plus intuitive que la photo n'est pas de ce monde-là, quoi. Enfin, parce que ça se voit, ça se sent quand on est dans un environnement de cette époque que la photo n'est pas encore là. Enfin, je pense que quand on a un peu voyagé dans le temps de manière visuelle et immersive et qu'on a touché des choses virtuellement, je pense qu'on se rend compte plus facilement qu'il y a des impossibilités chronologiques que quand justement on n'a vu qu'un récit en fait, paradoxalement, et que le récit seul, dans son abstraction, parfois en fait fait manquer des choses énormes et qui font que le récit s'effondre en fait, parce que sinon il n'y a plus rien en arrière et qui font qu'il ne tient pas. Donc je pense d'une part que la sensation et l'expérience que permet la réalité virtuelle en particulier sont en fait un ciment nécessaire au récit. Ensuite, le deuxième point qui est intéressant avec les jeux vidéo en particulier, en fait, à la simulation 3D en temps réel, en fait, en général, c'est que ça permet justement des simulations. Donc, tu parlais de la bataille d'Axiom. On pourrait très bien imaginer, d'ailleurs, ça existe, des simulations de stratégie où on met l'élève à la place d'Auguste, par exemple, et d'Agrippa plutôt, en l'occurrence, et de lui dire, voilà les éléments à ta disposition, tu as tant de trières, la géographie est comme ça, comment tu gagnes cette bataille ? Merci et bonne soirée.